Bienvenue sur le plateau de TV Liberté pour Politique et Économie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Chevalier. Jean-Pierre Chevalier, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes professeur agrégé d'économie, mais vous avez laissé l'enseignement pour vous intéresser au mouvement financier, bancaire. Et puisque nous sommes dans une émission d'économie, nous allons parler de ces choses un peu mystérieuses et un peu inquiétantes, dont pourtant il est souvent question, c'est la dette. Nous allons évoquer la dette, et particulièrement la dette française, car vous êtes un bon spécialiste de la question, et on peut retrouver vos informations sur le site chevalier.biz. Oui, Chevalier avec deux L, et biz comme, évidemment, business. Exactement. Alors, cette première partie sur la dette va nous occuper, mais nous allons évidemment aller sur ceux qui l'engendrent ou qui la contractent, le cas échéant, les banquiers, que vous aimez appeler parfois les banksters. Et puis enfin, bien sûr, nous allons aller en troisième partie sur une question qui est souvent évoquée avec Pierre Jovanovic, qui vous cite d'ailleurs assez souvent, et qui va regarder sur chevalier.biz les informations que vous donnez, c'est-à-dire que nous allons réfléchir à la question de la création monétaire. Chers téléspectateurs, vous savez qu'il y a belle lurette que la monnaie n'est pas déterminée par notre stock d'or. Alors, la dette. Jean-Pierre Chevalier, vous avez fait des recherches très intéressantes dans une rubrique que vous qualifiez de Ubu-Roi de France. Ubu-Roi. C'est Ubu-Roi, effectivement, parce que c'est complètement ubuesque. La dette publique française. Oui, bien sûr. Donc, parce qu'on parle de la dette, selon les critères de Maastricht, donc c'est 2300 milliards d'euros, etc. Mais en fait, c'est la dette officielle, à laquelle donc il faut rajouter en particulier les retraites non provisionnées des fonctionnaires. Par exemple. Donc ça, c'est un thème qui est assez ancien. Donc c'était Pébro qui avait fait en 2005 une évaluation de la dette non provisionnée des fonctionnaires et trouvait aux alentours de 800 000 milliards d'euros. Eh oui, ce qui est normal. Si on a 5 millions de fonctionnaires, il y en a peut-être, je ne sais pas, 1 million qui à la retraite, 1 million de personnes. Donc maintenant, c'est plus de 1000 milliards, certainement 1300 milliards d'euros de dettes qui ne sont pas enregistrées dans la dette selon les critères de Maastricht. Mais alors, ce que vous signalez, c'est que les emprunts arrivent à échéance et la France n'a pas les moyens de les payer. Enfin, alors, pas tous. Cette dette, donc, comme vous dites, a un coût. Donc, ce coût, ce sont les intérêts. Mais vous dites aussi, vous venez de dire, qu'il faut rembourser cette dette. Et voilà. Or, tout le monde parle de la charge de la dette. Alors, tout le monde, j'ai souvent cité ici 41 milliards. 41 milliards d'euros. Alors, 41 milliards correspondent uniquement aux intérêts. Les intérêts. Bon, donc, ce n'est pas ce que nous coûte la dette. Ce sont uniquement les charges d'intérêt. Mais quand on a des dettes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut payer le capital. Il faut rembourser les emprunts. Enfin, rembourser les emprunts, oui. J'ai emprunté de l'argent, donc je dois rembourser les emprunts à l'échéance. Oui. Et ça, personne n'en parle. Alors, en effet... Alors donc, quand vous en aviez parlé un peu de temps dans une autre émission, 41 milliards, oui, mais il faut rajouter les remboursements d'emprunts, et personne n'en parle. Donc moi, j'ai cherché, j'ai finalement trouvé, parce qu'il n'y a aucun article là-dessus, dans le site du gouvernement français, se trouve sur une page qu'il faut trouver, la situation mensuelle nette de l'État, 121 milliards. 121 milliards d'euros, c'est ce que la France c'est ce que l'État français a remboursé en 2018. Alors, auquel s'ajoutent évidemment les 41 milliards. Les 41 milliards, ce qui fait 166 milliards d'euros payés en 2018, effectivement payés par l'État pour couvrir les charges de la dette. Alors, je vois intérêt plus remboursement des emprunts.
Dépenses du budget général, situation mensuelle de l'État, décembre 2018, remboursement et dégrèvement, je vois, cumul 125 milliards. Ça fait même plus que 121. 121 normalement. Bon alors, on n'est pas à quelques milliards près. Donc, en tout cas, l'État n'est pas à quelques milliards près. Mais donc, nous sommes alors sur un remboursement donc de 166 milliards, comme vous dites, alors qui vient directement des impôts, qui vient de la substance économique de la France, que j'imagine. Donc, c'est ce que l'État a payé. Oui. Mais comme l'État n'a pas les moyens de payer 166 milliards d'euros, qu'est-ce qui se passe? L'État réemprunte pour pouvoir payer ces emprunts qui sont arrivés à échéance. Mais ça s'appelle de la cavalerie, ça. C'est de la cavalerie, pure et simple. Et qui porte sur des sommes absolument vertigineuses. Et alors, logiquement, est-ce que c'est autorisé par les règles, je dirais, nous avons signé des traités, par exemple, Maastricht. Non, mais même, il y a des règles comptables. Oui, tout simplement. Vous, personnellement, par exemple, si vous voulez investir, acheter des actions, des obligations, ou si vous voulez acheter des bons du Trésor français, vous pouvez le faire. Oui. Chez vous, tranquillement, sur votre ordinateur. Donc, si vous avez l'argent pour investir, ça passe. Oui. Si vous n'avez pas l'argent pour investir, si vous n'avez pas les disponibilités sur votre compte bourse, ça ne marche pas. Donc, il y a obligatoirement une présence de provision pour payer cette dette. Or, que fait l'État? Il ne respecte pas cette règle. Et il se réendette. Il emprunte pour pouvoir payer ses anciennes dettes. C'est de la cavalerie. Voilà. Alors, parce qu'il y a deux thèses, en fait. Des économistes qui s'expriment sur ce même plateau nous disent la dette, ce n'est pas grave, la France a une capacité d'emprunt, et après tout, ce qui compte pour le créancier, c'est surtout que la France puisse se réendetter, comme vous venez de nous l'indiquer, et de payer ses intérêts. Les créanciers ne sont pas tout à fait sûrs que la totalité de la dette sera remboursée, mais ça n'est pas grave. Alors, évidemment, vous n'exprimez pas du tout cette thèse-là. Vous êtes totalement opposé à cette vision des choses. Non, parce que une dette, c'est létal à terme. Si on a trop de dettes, on ne peut pas s'en sortir. Et alors, vous êtes de ceux qui pensent que nous faisons payer nos enfants et nos petits-enfants. Oui, sur des sommes qui sont absolument colossales. Mais seront-elles remboursées? C'est ça la question. Seront-elles payées? C'est impossible. Ah. C'est impossible dans l'état actuel des choses. En Italie, c'est encore pire. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que la France ne doit pas être déclarée en cessation de paiement? Oui, ça devrait l'être. Une entreprise serait déclarée. Oui, bien sûr. Imaginez une entreprise qui perd le déficit du budget de l'État, c'est 80 milliards en 2018 et ça va être presque 100 milliards en 2019. En effet, tel que c'est budgétisé actuellement. Oui, en effet, c'est ce que vous nous dites. Donc, imaginez sur, je crois, 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en quelque sorte. De budget. Oui, de budget. On est l'équivalent un peu plus. Oui. Donc, imaginez une entreprise qui perd tous les ans 25% de son chiffre d'affaires. Oui. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est interdit. Et c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Et avec l'État, non, ce n'est pas puni par la loi. Ça marche. Pour l'instant, ça marche. C'est un phénomène, donc on repousse la patate chaude. C'est ça. C'est ça, mais ça fait quand même un certain temps que cette patate chaude, on la refile aux successeurs. Il y a un moment où ça devrait s'arrêter, non? Oui. Un jour, ça ne marchera pas. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et les gens, les Français, donc cette dette est létale, et on est obligé de prendre cet argent, parce que l'État a quand même dû payer une grande partie de ces 166 milliards d'euros. Donc l'État ponctionne les gens, et eux, ils n'ont plus d'argent. Et à ce moment-là, eux ressentent, ils ne font pas d'analyse économique, et ils disent, mais
on n'y arrive plus. Donc, pour simplifier l'équation, finalement, la crise des Gilets jaunes, c'est tout simplement une manifestation de la pression fiscale due à la dette. Liée à cette dette. Ben oui. Voilà. Et une dette est toujours létale à terme. Une dette publique énorme est toujours létale à terme. C'est ce qui s'était passé en Allemagne entre les deux guerres. Oui. Donc l'Allemagne n'a pas pu rembourser ses dettes. Alors c'était les fameuses réparations, les 132 milliards de marks or établis par le traité de Versailles. Bon, et on a permis à l'Allemagne de se dérober très vite à ses obligations. Et en 1945, on a recommencé à lui mettre des dettes, mais moins lourdes quand même. Oui, mais quand même des dettes qui étaient importantes. D'abord des dettes héritées de la Première Guerre mondiale, plus les dettes héritées de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était très important. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en 1953, et c'est ce qu'on trouve sur votre site. Le traité de Londres, en 1953, ce sont les Américains qui sont intervenus en disant « mais les Allemands n'y arriveront jamais avec une dette comme ça. Ils n'arriveront jamais à se désendetter et la croissance ne repartira jamais en Allemagne. » Entre les deux guerres, ils ont voté pour le socialisme national allemand. Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, ils risquent de voter pour les communistes qui avaient déjà envahi la moitié de l'Europe de l'Est. Et ils se sont dit, mais c'est catastrophique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une solution quand on a trop de dettes. On abandonne les dettes. Moratoire. Un moratoire. Et donc, 62% des dettes de l'Allemagne ont été supprimées en 1953. Voilà. C'est ce que vous reproduisez sur votre site, que je vois ici, 62,6. Nous avons, chers téléspectateurs, vous allez le voir à l'écran, Belgium, Canada, Ceylon, Denmark, France, and Federal Republic of Germany, agreement on German external debts signed at London le 27 février 1953. Voilà. Donc, ce jour-là, on dit à l'Allemagne... Il y a 62% des dettes, on les supprime. Alors, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Allemagne a pu s'en sortir, et la richesse de l'Allemagne a été faite grâce en grande partie à cet abandon de 1953. De dette. Donc pour repartir, à ce moment-là, il y a une solution, c'est donc d'abandonner les dettes en question. Oui, mais alors, 62% de la dette française est possédée par l'étranger. Non. Alors là, en plus de ça... alors justement, qu'en pensez-vous ? C'est le cirque total. C'est vraiment ubuesque et tout, parce qu'il n'y a rien de cohérent. La Banque de France annonce, en fait c'est l'Agence France Trésor, qui annonce que 53% de la dette française serait détenue par des étrangers. D'accord, c'est moins que ce qu'on... Oui, c'est les derniers chiffres qui ont été... Non, c'est les derniers chiffres qui ont été publiés, 53%. Oui, mais dans le bilan de la Banque de France de décembre 2018, apparaissent 600 milliards d'euros de dettes, de titres détenus par la Banque de France, c'est-à-dire en fait de bons du Trésor. D'accord. Alors 600 milliards d'euros sur 1730 milliards d'euros de dettes négociables, oui. Ça colle pas. Mais non. Et ça fait... C'est une telle usine à gaz, la dette, que même la Banque de France, l'Agence France Trésor, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais vous publiez cette répartition de la dette, c'est pas cohérent, vos chiffres ne sont pas cohérents. Ils m'ont dit, c'est la Banque de France qui nous a fourni les chiffres. Mais comment c'est pas possible que la Banque de France ait dans ses actifs pour 600 milliards de titres publics. Autrement dit, les Français, qui sont les derniers payeurs, les payeurs en dernier ressort, ne peuvent pas savoir exactement le montant de la dette qui pèse sur leur dos. Non, parce que c'est une dette à géométrie variable. Ah, c'est incroyable, ça. Et si j'allais voir mon banquier, je lui disais, ma dette est à géométrie variable, qu'est-ce qu'il me dirait ? Il dit, votre dette, c'est ça. Point. Alors, qui détient cette dette, alors ? Donc,
L'AFT donc donne certaines solutions. Donc l'agence France Trésor donne ces informations qui sont en fait, ils vont dire, c'est pas nous, c'est la Banque de France qui s'est plantée dans qui nous a fourni ces chiffres-là. Et ben, oui, non mais il y a encore pire. La Banque de France a publié dans son rapport annuel 2018 qu'ils avaient 600 milliards d'euros bons du Trésor, du Trésor dans leurs actifs. Ouais. Comment ont-ils financé ces 600 milliards d'euros ? Étrange. Ils n'ont pas là. Est-ce qu'ils avaient l'argent ? Et c'est ça la question. Et j'imagine que les députés qui sont censés connaître les finances, c'est leur première fonction, ignorent tout de cela. Est-ce que vous avez déjà trouvé un député compétent en matière économique et financière en France ? En général, quand ils sont compétents, ils finissent comme président de la commission des finances, comme M. Didier Migaud, par exemple. Mais c'est quand même étrange que les Français ne puissent pas connaître la répartition et le montant exact de leur endettement, puisque c'est quand même eux qui vont payer. Ah oui, mais justement, donc, comment faire évaluer correctement la dette publique ? Rien que la dette publique. C'est, comme je vous l'ai dit, la dette publique, c'est la définition de Maastricht, 2300 milliards, mais il faut y rajouter les retraites, il faut rajouter également les autres engagements. Oui, c'est ce que j'en vois dans le budget que vous publiez. Alors, si vous voulez bien, on va en reparler après la pause, mais on va revenir encore sur cette dette parce qu'on n'a pas épuisé tous ces aspects. Et puis on évoquera le rôle des banquiers. Donc, nous allons faire une petite pause. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes évidemment sur des choses un peu ardues et pas tout à fait réjouissantes, puisque vous êtes propriétaires tous de dettes de l'État français. Nous disions que cette dette était officiellement de 2300 milliards d'euros, mais en réalité, avec la plus grosse part pour l'État, des organismes divers d'administration centrale, nous dit l'INSEE. Qu'est-ce que sont ces organismes divers ? On ne sait pas. Les administrations publiques locales, c'est-à-dire les collectivités locales. C'est tout l'État, d'une façon générale. Et puis la sécurité sociale, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi de la dette cachée, vous disiez. Alors, vous aviez parlé des retraites des fonctionnaires, en effet, mais il y a d'autres formes de dette cachée encore. Oui, par exemple, donc l'État ou les collectivités locales, peu importe, accordent des garanties, parfois. D'accord. Donc des garanties pour investir, pour reprendre une entreprise, etc. Et ces garanties ne sont pas comptabilisées dans la dette Maastricht. Donc c'est on ne sait pas ce que c'est. Donc ce sont des milliards d'euros qui vont encore s'ajouter à la dette en question. Mais alors, ces garanties sont fournies aux banques, alors ? Ce sont par exemple, lorsqu'une entreprise est sur le point de faire faillite, donc l'État ou la région apporte X millions de subventions, etc., et des garanties sur des emprunts, etc. Donc ces garanties ne sont pas intégrées dans la dette en question. Entendu. Donc ça fait encore d'autres sommes. Je vois bien. Et alors, si l'entreprise reprend de l'activité, c'est elle qui paiera. Oui, et si ça ne marche pas, voilà. Donc ce sont des milliards d'euros. Donc c'est toujours le payeur ultime. Le payeur ultime, c'est le contribuable. Oui. Il y a encore quelque chose qui est assez ennuyeux, c'est ce qu'on appelle les partenariats public-privé ou privé-public. Oui. En fait, l'État devrait financer certains investissements. Oui. Donc, augmenter sa dette, mais que font-ils ? Eh bien, ils concluent des contrats avec des entreprises privées qui, elles, vont investir, et l'État va
payer tous les mois ou tous les trimestres, etc., une location des locaux en question. Oui, en effet, oui. Alors, donc, c'est par exemple le tribunal de Paris ou l'armée, d'énormes bâtiments, etc., qui ont été construits de cette façon. Donc, c'est une dette qui est occultée. C'est en effet occulté. Et oui, mais ça va pratique... être une charge qui va peser pour les années à venir. Même chose pour les autoroutes. Oui. La fonction d'un État, c'est de financer des routes, des rues, des routes, des autoroutes pour pouvoir se déplacer. Donc l'État aurait dû investir dans des autoroutes, mais ça aurait augmenté la dette. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait payer les usagers. Donc c'est en fait une dette qui va être échelonnée, qui va être payée petit à petit par les usagers. D'accord. Donc, en fait, nous payons 2 fois. Non. C'est-à-dire que la dette est effacée, mais elle va être payée, quand même. D'accord. Elle est effacée de la publication officielle. En effet, c'est ça. Elle n'apparaît pas dans les comptes. Elle n'apparaît pas dans les comptes, mais en fait, les gilets jaunes vont payer les péages. Absolument. Et justement, c'est très très curieux parce que symboliquement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont occupé les péages. Les péages. Et alors, c'est plus que symbolique, c'est presque instinctivement, parce qu'ils ont vu... compris. Mais les gilets jaunes ne font pas d'analyse économique, mais ils ressentent certaines choses. C'est très intéressant, ça. Et on le voit, donc moi je le vois dans des chiffres, en examinant donc les comptes, en les décortiquant en dessous, parce que les 125 milliards d'euros de dettes, de rente d'emprunt qui n'ont pas été remboursés, on ne les trouve nulle part. Je suis le seul, à ma connaissance tout moins, à l'avoir trouvé. Alors, si vous voulez trouver ces chiffres, si vous voulez les voir, les lire, chers téléspectateurs, eh bien, vous les trouverez sur Chevalier.biz. Et Jean-Pierre Chevalier va nous dire maintenant ce qu'il faut penser des banques dans cette affaire. Dernière chose que vous vouliez ajouter. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a pire encore pour ce qui concerne la dette. Non. C'est que, si, il y a toujours pire. Les banques françaises, on va le voir, sont en très mauvaise situation. Oui. Elles risquent de tomber en faillite. Ça s'est passé en Grèce, ça s'est passé à Chypre, en Irlande. Ça menace en Italie. Ça menace très fortement en Italie, en Espagne aussi. Donc des banques ont fait faillite, elles ont été reprises par d'autres d'une façon acrobatique. Deutsche Bank est en très mauvaise posture. On va le voir tout à l'heure aussi avec d'autres banques françaises qui sont en très mauvaise posture. Qu'est-ce qui va se passer ? Un jour ou l'autre, l'État va devoir aider les banques. Mais il ne l'a pas déjà fait en 2008. C'est ce que l'État a fait en 2008. Mais là, ça va se reproduire. Donc ce sont des centaines de milliards d'euros que l'État va devoir prêter ou apporter d'une façon générale aux banques. Et comme l'État n'a pas d'argent, l'État va emprunter encore. Donc des centaines de milliards d'euros, ça, à mon avis, ça doit dépasser au moins les 1000 milliards d'euros de dettes potentielles à la suite de la déconfiture des banques. Et il y a eu un film qui a été tourné par la télévision sur BNP sur le 2012 et qui montre que les patrons, enfin les grands dirigeants de BNP, en 2012, pendant plusieurs mois, quand ils partaient le soir, ils ne savaient pas si la banque allait pouvoir ouvrir le lendemain. Ce sont des confidences qui ont été rapportées, c'est pas du marathon. Or, la BNP, c'est la plus grosse banque européenne, et d'après ce que j'ai vu, elle est plus grosse que la Deutsche Bank, et sa capitalisation est l'équivalente du PIB français, à peu près. Non, pas tout à fait. La capitalisation... Oui, enfin, je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle... non, le total des actifs. Total des actifs, total des actifs de BNP est approximativement proche du PIB français. C'est ça, voilà. Alors, donc, mais attention, là, cette fois-ci, c'est de la dette supplémentaire pour l'État, potentiel, mais les banques ont-elles respecté les règles prudentielles d'endettement ? Alors, voilà. Donc, c'est la question. Le problème est là, justement. Une banque, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui
dont l'activité principale, normalement, est de prêter de l'argent qu'elle a, c'est-à-dire ses capitaux propres, et l'argent qu'elle n'a pas, mais qu'elle emprunte. Surtout. Ah oui, surtout. Alors, prêter de l'argent qu'on n'a pas, c'est un petit peu délicat. Il y a des règles de bonne gestion. Oui. C'est-à-dire que si et cette règle, en fait, est très simple. C'était Alan Greenspan qui en a donné qui l'a donné. L'ancien président de la Fed. L'ancien président de la Fed. Si vous demandez à un banquier français, il vous dira que c'est très compliqué, vous n'y comprendrez rien, laissez-nous faire, etc. Et Alan Greenspan disait, mais c'est très simple, une banque peut prêter de l'argent qu'elle n'a pas, à condition que le total de ses dettes soit inférieur à 10 fois le montant de ses capitaux propres. Donc le total de ses dettes 10 fois inférieur au montant de ses capitaux propres. Il ne faut pas que les dettes soient 10 fois plus grosses. C'est ce qu'on appelle le leverage. C'est le leverage. Donc le multiple d'endettement en français. D'accord. Multiple d'endettement. Multiple d'endettement, si vous voulez rester franco-français. Et alors, j'ai cru comprendre que ce multiple d'endettement était beaucoup plus raisonnable, si je puis dire, aux États-Unis qu'en Europe. Alors, aux États-Unis, il faut bien comprendre qu'avant 2008, les banques américaines ne respectaient pas cette règle. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils ont été amenés à la respecter alors ? Parce que les dirigeants américains ont compris qu'il y avait que les banques ne respectaient pas ces règles et que l'Amérique risquait de crouler à cause de ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'Amérique, c'est le pays des cow-boys. Ils ont flingué une banque, pour l'exemple, Lehman Brothers. Lehman Brothers. Donc, et en disant, voyez, on a des armes, des munitions, premier qui bouge, on le flingue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les autres banquiers ont respecté cette règle. Oui. Et on va voir donc que, par exemple, Citigroup, j'ai fait une étude précise de Citigroup. Vous citez Citigroup. On a ce multiple d'endettement qui était aux alentours de 15, 20 au début des années 2000, a augmenté. Il est monté à 30, 50 en 2007-2008. Et à ce moment-là, donc, les Américains, les autorités américaines ont flingué une banque. Et Citigroup, les dirigeants de Citigroup ont vendu, ont cédé des actifs, se sont débrouillés. Et un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Le multiple d'endettement est revenu aux alentours de 15, etc. Et il baisse, et maintenant il est à 10. Et en dessous de 10, même inférieur à 10, pour un certain nombre de banques, et en particulier pour Wells Fargo, qui est la meilleure banque. Wells Fargo, que notre ami Jovanovic n'aime pas beaucoup. Il l'a souvent cité. Mais bon, ils ont fait des choses condamnables. Ils ont été condamnés. Mais par contre, c'est une banque qui est parfaitement bien gérée. Et ce multiple d'endettement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous prenez n'importe quelle banque, si son multiple d'endettement est inférieur à 10, la banque est fiable. Bon, mais maintenant, en Europe, d'après ce que je sais, la majorité des multiples d'endettement sont supérieurs à 10 pour les banques européennes. Pour les banques françaises, donc pour Deutsche Bank, bon, par exemple, c'est plus de 40. Pour Société Générale, pour BNP, c'est la même chose. C'est absolument catastrophique. Et alors, est-ce qu'il y a une autorité susceptible de dire à ces banques « revenez à des taux raisonnables » ? Mais une autorité, quelle autorité ? C'est une bonne question, mais je vous la pose. Vous connaissez mieux que moi, aussi bien ou mieux que moi, ce qui se passe dans les banques. Il y a des inspecteurs des finances. Il y en a même un qui est président de la République, là, je crois. Donc, des inspecteurs des finances, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont, à un moment donné, au service de l'État, à la direction du Trésor. Après, ils vont dans une banque, BNP, par exemple. Et ensuite, ils reviennent dans un organisme public. Donc, allers-retours, quoi. Ils font des allers-retours, sans arrêt. Le patron de la Banque de France a été pendant un certain temps... Monsieur Noyer. Non, l'actuel... le nouveau. L'actuel président gouverneur de la Banque de France a été pendant
quelque temps, plusieurs mois, plusieurs années, un numéro 3 de BNP Paribas. Oui. Auparavant, il était dans les ministères de la gauche avec Strauss-Kahn et compagnie, etc. Donc ils font sans arrêt, ils tournent sans arrêt. Donc il n'y a pas d'autorité. Ce sont eux qui... Ce sont les banksters, comme l'expression que j'utilise et que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les banksters qui font la loi. Ils font leur loi. Donc leur règlement. Leur ennemi n'est pas la finance. Leur ennemi n'est pas la finance. N'est pas leur ennemi. Mais non, parce que la finance, de toute façon, finance les partis politiques et les dirigeants politiques. En France, c'est comme ça. Sauf que maintenant, les banques ne veulent plus prêter aux partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà au pouvoir, peut-être. Oui, si, elles prêtent aux partis politiques, mais pas à n'importe qui. Ah oui, d'accord. Ils sélectionnent. D'accord. Bien. Alors, nous avons là une espèce de, j'allais dire, copulation monstrueuse entre le secteur public et le secteur privé. Et oui. Donc il n'y a pas d'autorité capable de faire trembler les banksters. Les banksters ne craignent absolument rien du tout. Donc les banksters font ce qu'ils veulent et donc c'est catastrophique. Eh bien, nous, sur ces paroles qui sont pas des paroles tout à fait d'espoir, nous allons faire une pause, mais nous allons revenir un peu sur les banques parce qu'elles ont un rôle, c'est celui de la création monétaire. En troisième partie, donc, nous allons, comme annoncé, chers téléspectateurs, évoquer le problème de la création monétaire, alors qui est une question gigantesque, très très vaste, et que nous n'épuiserons pas, mais sur lesquels j'aimerais, avec votre compagnie, Jean-Pierre Chevalier, que nous apportions des éclairages à nos téléspectateurs, parce qu'une fois de plus, il faut redire à nos téléspectateurs que ce n'est pas la Banque centrale qui fabrique la monnaie, ou pour une petite partie, une très petite partie, les billets, bon... Mais ce sont évidemment les banques commerciales, et vous me direz, après la pause, si je me trompe. Alors, la création monétaire. Vous savez que le président de Goldman Sachs avait dit « Je fais comme Dieu. Je suis créateur ». C'était peut-être un peu prétentieux de le dire, mais en fait de création, ce sont bien les banques commerciales qui créent la monnaie. Non. Non. En fait. Ah. Non, parce que si les banques respectent les règles prudentielles d'endettement, comme on vient de le dire, il n'y a pas de création monétaire. Ah. La banque fait circuler l'argent. Donc il ne faut pas confondre création monétaire et circulation de la monnaie. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous ne dépensez pas tout. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez déposer cet argent dans une banque. Et cette banque va utiliser cet argent pour le prêter à d'autres personnes qui, elles, vont vouloir investir. Donc que ce soit des entreprises ou des particuliers. Donc les banques font circuler l'argent. Donc les banques, si elles respectent les règles prudentielles d'endettement, et en particulier le multiple d'endettement qui doit être inférieur à 10, donc dans ce cas-là, les banques ne créent pas de la monnaie, elles font circuler la monnaie. Par contre, lorsqu'elles ne respectent pas les règles prudentielles d'endettement, là, la masse monétaire va augmenter. La masse monétaire augmente, et lorsque la masse monétaire augmente, il y a ça correspond à ce qu'on appelle une création monétaire indue, et ça se termine toujours très mal. Donc c'est ce qui s'était passé en Allemagne entre les deux guerres. Oui, en 22. C'est ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les banques ne respectaient pas les règles prudentielles d'endettement. Elles ont prêté de l'argent et... Double faute, elles ont prêté de l'argent à des Américains qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Donc ça fait très mal, ça a créé la grande récession. Oui, la grande récession, comme le disent les Américains. Donc c'est pas vraiment une crise. Mais alors, on voit que, soit ça produit, comme dans le cas de l'Allemagne, de l'hyperinflation,
soit ça produit la chute d'un certain nombre Oui, donc de toute façon... Il y a plusieurs scénarios possibles issus. De toute façon, à partir du moment où il y a une création monétaire indue, à ce moment-là, il se produit toujours des désordres absolument considérables. Alors, ça peut se présenter sous forme d'inflation en Allemagne, c'est la grande récession aux États-Unis, et en Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est cette stagnation. On est en 0, quelque chose de croissance, 0,1. Les taux d'intérêt sont à 0, etc. Tout est à 0 et ça ne marche pas. Et à ce moment-là, c'est catastrophique. Et pourtant, on injecte énormément de monnaie dans l'économie. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, si vous raisonnez comme je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire si la masse monétaire augmente trop, la croissance diminue. Il y a une relation inverse entre la masse monétaire et la croissance. Alors je vais vous faire une comparaison, vous me dire si elle est bonne. Finalement, ça me fait penser, à vous entendre, au carburateur. Si le mélange est trop riche, finalement, la voiture se noie et elle s'étouffe. Oui. Il y a un peu de ça, non ? Oui, si vous voulez. Donc à partir du moment... il faut raisonner... une analogie avec les voitures, mais le principe est le suivant, où j'avais pris dans mes articles l'exemple du paysan de Böhm-Bawerk. Ah oui. Si en Suisse, admettons qu'il ait vécu en Suisse au début du 19e siècle, le paysan de Böhm-Bawerk s'est établi en montagne, il vend toutes les semaines le produit de son fromage, etc. Il achète tout ce dont il a besoin dans le village en bas, et ensuite il remonte avec ses marchandises, avec ses produits, les produits également qu'il utilise pour faire du fromage, etc., etc. Donc tout va très bien, mais à partir donc l'argent qu'il gagne, il dépense immédiatement l'argent qu'il gagne. Donc l'argent circule entre tout le monde. Et tout le monde travaille et gagne de l'argent. Qu'est-ce qui se passe un jour s'il a peur ? S'il a peur, oui. Et l'avenir, il n'a pas confiance en l'avenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas dépenser tout son argent. Il remonte dans son chalet en montagne avec de l'argent. Les billets sous son matelas. Oui, mais voilà. Il cache les billets. Donc les billets ont été émis. Ils sont en circulation, mais ils ne circulent pas. Oui. Donc la masse monétaire augmente. Oui. Donc la traduction moderne, donc on revient actuellement, donc à nos jours. Donc à partir du moment, mais c'est la même chose, à partir du moment où la masse monétaire augmente, l'activité diminue. Donc si le paysan de Böhm-Bawerk ne dépense pas son argent, eh bien les villageois qui travaillent à la boucherie, à la boulanger, etc., ils ne gagnent pas d'argent non plus. Plus personne ne gagne de l'argent. Donc il y a une déflation, en quelque sorte, une décroissance, la croissance diminue, il y a de moins en moins de création de richesses. Et les gilets jaunes, pour en revenir, ils s'aperçoivent que depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont de moins en moins riches, ils ne s'enrichissent pas. Et du coup, les commerces au centre-ville se ferment, etc. Du coup, tous les effets induits. Mais alors, là, vous êtes un peu keynésien, là, parce que finalement, vous voulez recycler une partie des ressources monétaires par la dépense. Mais est-ce que c'est la dépense publique ? Non, mais peu importe. Le problème, dans ce cas-là, c'est une bulle monétaire qui s'est établie. Donc cette bulle monétaire, il faut la faire éclater. Il faut la supprimer. Comment la supprimer ? Il y a la méthode américaine, on flingue une banque. La méthode de l'Allemagne d'après, en 1953, de l'accord de Londres, on efface les dettes. Donc il y a tous les gens qui espèrent recevoir le paiement des dettes. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont apporté. Mais justement, alors si l'Italie, par exemple, fait défaut, enfin si les banques italiennes font défaut, il va y avoir une chaîne de défauts, parce que les banques françaises sont très engagées aussi sur les banques italiennes. Ah oui, mais de toute façon, il y a, à partir du moment où existe une bulle monétaire, le plus grand désordre va se produire. Et c'est catastrophique. Alors comment peut-elle crever, cette bulle, si je puis dire ? Ce
qui me semble le plus vraisemblable, c'est que des banques italiennes et puis d'autres fassent faillite, ou que l'Italie également fasse faillite, ou que je ne sais pas. De toute façon, il se passera quelque chose. Mais à ce moment-là, l'Italie sort de l'euro. Elle envisage très nettement de sortir de l'euro. Et à ce moment-là, il n'y a pas que l'Italie qui risque de sortir de l'euro. Mais sur ce même plateau, un économiste ancien de la BCE disait que les Allemands, qui disposent de créances nombreuses sur les pays méditerranéens, commencent à refuser que les transferts se fassent d'1 euro pour 1 euro. Ils envisagent un nantissement, une collatéralisation. Et donc, du coup, l'euro allemand s'apprécierait par rapport à un euro italien. Est-ce que vous pensez que ce scénario est possible? Non. Et donc les Allemands sortiraient furtivement du système? Non, les Allemands ont intérêt à rester dans le système européen. Pourquoi? Parce que la monnaie qui circule en Allemagne est dévaluée par rapport à ce qu'elle devrait être. Vous voulez dire que si les Allemands revenaient sur le Deutschmark ne s'apprécierait immédiatement? Oui, il s'apprécierait immédiatement. Donc les Mercedes coûteraient beaucoup plus cher. Et puis tous les appareils, tous les produits allemands coûteraient beaucoup plus cher. Et à ce moment-là, la croissance allemande serait beaucoup plus faible. Par contre, les pays comme l'Italie, la France aussi, la croissance pourrait repartir, comme elle est repartie du temps où on avait les monnaies nationales. Oui. Donc, dévaluation, quoi, finalement. Alors, donc, une dévaluation. Les Italiens... Compétitive. Une dévaluation compétitive. Les Italiens, les Français aussi, ont vécu pendant des décennies, après la Seconde Guerre mondiale, avec des dévaluations continuelles. Et les Français se sont enrichis, les Italiens aussi. En France, nous avons eu des dévaluations 45, 47, 48, 49, oui, d'accord, 52... la croissance était très importante. Puis ensuite 68, oui. Et puis nous avons eu 82, 83 avec Mitterrand, puis 87, enfin les dévaluations... Mais c'est une défaite, non? Une dévaluation, non? C'est ressenti comme une défaite, mais en fait non, parce que tout le monde travaille. Voilà. Et aujourd'hui, donc la variable d'ajustement, c'est le travail. C'est le chômage. C'est le chômage. Ah oui. Donc les gilets jaunes disent mais on n'y arrive plus. Ceux qui travaillent ne gagnent pas suffisamment d'argent pour vivre normalement. Ceux qui ne travaillent pas, c'est encore pire. Hein. Bon. D'accord. On n'en sort pas. Donc de toute façon, donc à partir du moment où une bulle monétaire s'est installée, on ne sait pas exactement ce qui va se produire, mais ça va se produire. Ah oui, ça, le big one se produira. Mais est-ce que, par exemple, vous voyez une remontée des taux d'intérêt qui provoquerait l'asphyxie des pays endettés, ou quel scénario? Je ne vous demande pas de prédire l'avenir. Hein, voilà, donc je ne peux pas prédire. Oui. Mais que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Mais il se passera. La situation actuelle ne peut pas continuer. Donc il y a une dégradation d'année en année. Comme on le disait tout à l'heure, le déficit budgétaire était de 80 milliards en 2018, il va être de 100 milliards en 2019. La dette va augmenter. Les banques ne cherchent pas à respecter les règles prudentielles d'endettement. Il n'y a rien de fait fondamentalement. Alors, que pourrait annoncer le président de la République, qui n'a pas pu le faire à cause de l'incendie de Notre-Dame? Nous enregistrons, chers téléspectateurs, au lendemain de cet incendie dramatique qui nous a tous émus, et ici, sur ce plateau, et dans l'équipe, nous sommes tous très émus par cette épouvantable catastrophe, en attendant d'en connaître les explications. Mais M. Macron n'a donc pas pu se prononcer, n'a pas pu faire connaître aux Français ces mesures. Je ne vous demande pas, encore une fois, de vous mettre à sa place. Je n'aimerais pas d'ailleurs être à sa place. Mais est-ce qu'on peut envisager qu'il essaye de sortir de ces impasses? Est-ce qu'il en a seulement les moyens? La seule issue possible que je verrais, c'est, comme l'a évoqué un de vos invités économistes, de faire fonctionner l'article 16.
En effet. Et donc là, c'est l'arme nucléaire, en quelque sorte. Bon, on a des dettes, on ne les paye pas. On sort de l'euro. Voilà. Et donc on fait comme l'Allemagne en 1953, on efface 62% des dettes. Donc les Allemands ne vont pas respecter puisqu'ils l'ont déjà fait. Vous l'avez fait. Bon. Nous, on fait la même chose. On reprend notre monnaie nationale et puis on y va. Et là, ça pourrait marcher. Par contre, il est évident que le président de la République ne fera jamais cet appel à l'article 16. Ce président de la République ne le fera pas. Ni un autre. Ni un autre. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, oui. Il faudrait le faire. Et ça déclencherait effectivement... une tempête en Europe considérable. Oui, parce que de toute façon, je dis, c'est un principe général, il n'y a aucune exception. À partir du moment où il y a une création monétaire, il y a toujours des conséquences qui sont dramatiques par la suite. Ça s'est toujours passé comme ça. Comment ? Vous m'avez demandé, je ne sais pas, ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios sur la table. Tout un tas de scénarios. Et l'Allemagne a intérêt à rester dans l'Union européenne parce qu'elle bénéficie. On peut sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Enfin, certains préconisent les deux. Oui, non, mais il faut sortir. La France est une nation. Toute nation doit avoir sa monnaie et la maîtrise de sa monnaie. Et on ne peut pas repartir avec un boulet. On ne peut pas avancer si on a un boulet. La dette, c'est un boulet absolument considérable. Donc il faut couper cette dette. Eh bien. Donc, une coupe de cheveux, une haircut de 62%, c'est la solution, mais personne ne le fera. Donc l'avenir, je suis pessimiste. L'avenir n'est pas engageant. Il est engagé, par contre. Il est engagé, mais... Il est même engagé. Je vois mal ce qui peut se produire par l'avenir. Au pire, la situation actuelle pourrait continuer en s'aggravant. Oui. Et au pire, ça sera pire. Alors, ce sera une conclusion. Merci Jean-Pierre Chevalier. Chevalier.biz, vous aurez toutes les informations sur ce que nous avons dit ensemble. Est-ce que vous avez publié des livres, non ? Non, parce que donc en étant monétariste, je développe surtout ces théories monétaristes qui sont très très importantes. Il n'y a pas un début, une fin, il n'y a pas un fil. D'accord. Et tout bouge tout le temps. D'accord. Donc un livre, c'est quelque chose qui est immobile, qui est mort à un certain moment donné. D'accord. Donc il faut sans arrêt suivre l'actualité. C'est ce que vous faites avec Chevalier. Et donc maintenant avec Internet, on peut justement s'adapter de jour en jour, de semaine en semaine. Ça bouge. L'économie, c'est comme un organisme vivant, humain. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas isoler un organe, un élément de notre corps par rapport aux autres. Tout bouge en même temps et il n'y a rien de fixe. Donc, la seule chose qui est fixe, c'est la mort. Oui. Et l'économie... Comme disait Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts. Oui, mais l'économie bouge tout le temps. Normalement... Eh bien, merci Jean-Pierre Chevalier, merci pour vos éclairages. Et je répète, votre site, chevalier.biz. Et, chers téléspectateurs, je vous dis à très très bientôt.